On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une exposition temporaire au musée du Haut-Richelieu. On parle ici de perspectives passées, donc des photos d'archives du Canada français. Mais d'abord, c'est une entreprise d'ici qui a pris naissance avec du socio-financement avec Kickstarter pour des produits très innovateurs dans le monde du plein air. Bon, depuis les dernières semaines, les derniers mois, il y a beaucoup d'entrevues, beaucoup de sujets qu'on aborde sur ce plateau qui sont liés évidemment à la crise de la COVID. Mais pendant ce temps aussi, il y a des entreprises qui vont bien. Et à la limite, on pourrait dire que la COVID amène aussi parfois certaines opportunités ou change le cap de certains projets. Et je trouve ça intéressant de vous faire découvrir aujourd'hui une entreprise de chez nous qui s'appelle Holypact. C'est une entreprise qui a commencé un peu via vous savez, les fameuses campagnes de sociofinancement Kickstarter, où on émane un projet, on récolte des sous, puis ultimement, on finit par mettre sur pied et produire. Bien, c'est le cas de cette entreprise qui aujourd'hui a un vrai produit à montrer au public. Avec nous pour en parler, David Desmarais. Salut, bienvenue. Salut, ça va bien? Yes. Bon, tout d'abord, on parle de produits innovateurs pour le plein air. On voit même ici sur le plateau là, de certains sacs, vous avez des tentes, puis on pourra en reparler tantôt. Mais peut-être juste nous expliquer à la base comment le projet a commencé. L'histoire initiale, en fait, j'ai voyagé pendant 4 ans à partir de 2010. Puis, à la 4e année de mon voyage, je me rendais en Australie pour aller travailler. Puis, lorsque je suis arrivé en Australie, j'avais plus d'argent. J'ai donc dû faire le choix de dormir dehors, dans des parcs, en attendant que la saison de travail commence. Puis, à ce moment-là, même si j'étais en Australie, il faisait quand même assez froid la nuit. Puis, je me réveillais mouillé à cause de la rosée à tous les matins. Donc, je me suis mis à imaginer un sac à dos qui aurait pu se transformer pour m'héberger. Donc, ça, c'est l'idée initiale. Quelques années plus tard, j'ai rencontré ma conjointe, puis au Québec, je lui ai fait part de mon idée. Puis, on a initialement acheté une machine à coudre sur Kijiji. On a regardé des tutoriels, puis Audrey-Anne, ma blonde, a cousu le prototype numéro 1 à 100% avec des petits plans à la main qu'on a fait. Puis, initialement, le produit, c'était pas un sac à dos et une tente hamac, c'était un sac à dos qui se transforme en tente et en hamac. Donc, au fil des mois et des années, on a tout mis, on a fait faire des dessins industriels, on a mis ça sur papier. Puis, on a engagé une firme de design pour finalement prendre la décision de décortiquer nos produits pour créer une rentabilité à long terme, puis pas avoir un seul produit. Donc, on a finalement eu un premier produit qui était le backpack, le sac à dos de 50 litres de voyage. Puis, on a la tente hamac aussi, qui est une tente qui se monte au sol, qui est une tente 2 places et qui se monte en hamac entre 2 arbres également. Donc là, on part d'une idée, puis on la propulse, on la travaille, on y croit, il y a de la passion, il y a de l'engagement, il y a de l'entrepreneuriat là-dedans. Et là, malgré le fait d'avoir une bonne idée, évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, à quel moment arrive l'idée de mettre sur pied une campagne de socio-financement et d'utiliser ce que plusieurs connaissent déjà, qui est le fameux système de Kickstarter? Oui. En fait, c'est, je vous dirais, une bonne année avant de faire le Kickstarter. Dès qu'on a eu un produit final, un prototype présentable, on a engagé une équipe de marketing, puis on est parti en Colombie pour aller tourner un vidéo pilote pour faire la présentation du vidéo sur Kickstarter. Puis, on a commencé à créer l'entreprise sur papier aussi pour lui donner vie, puis que ce ne soit pas seulement un produit, mais qu'il y ait une philosophie, qu'il y ait un objectif derrière ça. Puis, c'est ça. Fait que le Kickstarter a été prévu 1 an avant le lancement. Bon, et initialement, votre objectif était de récolter 50 000, ouais. Mais au final, vous avez récolté plus de 82 000. Exact. Donc, parce que pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins Kickstarter, comment vous expliquez le fait que vous avez obtenu plus d'argent que l'objectif que vous aviez initialement? C'est sûr qu'il y a un investissement marketing derrière ça. Donc, on a créé des listes d'envoi pour pouvoir rejoindre le plus de monde possible via la campagne Kickstarter. On a fait du marketing, on a redirigé du monde vers notre page Kickstarter. Puis, la demande a été plus grande que ce à quoi on s'attendait. Donc, on était super surpris et satisfaits de ça, évidemment. Mais ça a créé des problèmes aussi pour le futur parce qu'on ne pensait pas vendre autant de produits que ça. Donc là, il a fallu augmenter nos commandes. Puis, on s'est rendu compte qu'on a vendu tellement pas cher sur Kickstarter qu'éventuellement, quand
quand on s'est rendu compte que, par exemple, envoyer au Royaume-Uni, ça coûtait un 150 $ de shipping pour un sac à dos, mais qu'on chargeait 50 $ sur Kickstarter, mais là, on s'est rendu compte qu'on avait comme un 100 $ de perte pour chacune de ces ventes-là. Fait que je sais pas si je réponds à ta question parfaitement, mais je comprends. ça a été un gros enjeu de vendre plus que ce à quoi on s'attendait. Mais là, dans le fond, les gens qui ont investi via Kickstarter à l'automne 2019 ont eu finalement donc leurs produits en vrai il y a quelques semaines à peine. Oui, au mois de juillet. Fait que ça a pris un bon 9-10 mois avant qu'ils reçoivent leurs produits. Ouais. Initialement, on avait prévu ça à 7 mois à peu près, mais avec le COVID, on a dû stopper la production parce que nous, on estimait qu'il allait y avoir un ralentissement au niveau des ventes puis qu'on allait être pris avec la marchandise. Donc, on a décidé de mettre pause. Par contre, à partir du mois d'avril, les ventes ont complètement explosé parce que les gens ont commencé à acheter local beaucoup plus, puis on a réorienté notre approche marketing vers le camping plutôt que le voyage. Quand on est une jeune entreprise, puis on met beaucoup d'efforts là-dedans pendant plusieurs années, puis là arrive la pandémie. Au début, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Là, on a une meilleure vue, on est pris là-dedans encore pour un petit bout, mais en quoi ça a jeté, disons, un peu d'ombre sur votre projet, puis à quel moment avez-vous senti finalement qu'il y avait un engouement pour l'achat local et le plein air en soi aussi? En fait, on est allé faire un contrôle de qualité au Vietnam. On était rencontrer nos usines pour leur montrer comment s'occuper de notre chaîne d'approvisionnement pour qu'il n'y ait aucune erreur sur nos produits. À ce moment-là, les ventes étaient en ralentissement sur notre site web parce qu'on était en plein milieu de l'hiver. Quand on est revenu, c'est là qu'on a commencé à travailler plus fort sur des approches marketing. On s'est associé avec un Québécois qui est super populaire dans le monde du voyage qui s'appelle Guillaume Sans Destination. Puis on a fait un concours sur nos réseaux sociaux avec ça sur Facebook. Puis c'est là que ça a explosé complètement. Des commandes à pu finir, là, des centaines de commandes par semaine. À partir de là, on a dû réagir, mais on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment l'engouement qu'on recherchait. Finalement. Est-ce qu'il y a eu une crainte quand la pandémie est arrivée? Est-ce que ça vous a un peu refroidi? Ah, vraiment, on a eu peur. Puis on se demandait même si on allait faire faillite à ce point-là parce qu'on avait peur de s'enligner vers un 2-3 ans de pandémie qui allait ralentir les ventes partout à travers le monde. Puis à quel moment vous êtes allé au Vietnam? On est allé au mois de mars, début mars. Début mars, OK. Vous étiez juste correct, là. Oui, c'était touché. Il a fallu qu'on revienne plus rapidement que prévu du voyage parce que les aéroports commençaient à fermer puis on avait peur de rester pris là-bas. Donc, on a devancé notre billet à l'avion. OK. Et après ça, un petit confinement de 2 semaines, puis bon. Exactement. On a fait les tests et tout, puis tout était bien beau. Bon. En quoi ces produits-là sont-ils innovateurs? Quelqu'un qui est amateur de plein air, puis qui est à la recherche d'outils, de tentes, de pack-sacs et tout ça, en quoi le produit que vous avez mis sur pied, que vous avez créé, est-il différent ou complémentaire ou meilleur que ce qu'on a dans le marché en ce moment? En fait, le sac à dos qui a été créé... c'est notre premier produit qui a été créé. Tu peux le prendre peut-être et le montrer. Okay, ouais. Fais juste attention au micro à côté de toi. Voilà. Absolument. Donc, ça va nous donner un peu d'idée. Ça, tu appelles ça comment, ce sac-là? Ça, c'est notre sac à dos de 50 litres. C'est un sac à dos de voyage. Oui, okay. Exactement. C'est l'espace. Il y a un compartiment qui est accessible. En fait, le compartiment central est accessible et par le haut du sac à dos et par la poche en U ici, comme plusieurs backpacks sur le marché. Par contre, la grosse différence avec les sacs à dos traditionnels, c'est que nous, on a une poche dans le bas du sac à dos qui se défait par 4 clips, puis notre tente à Mac, elle fit dans cette poche-là. Donc, il y a moyen de voyager avec un sac à dos qui contient une tente sans avoir la tente roulée sur un des côtés qui prend tout l'espace à l'extérieur. Puis, c'est beaucoup plus facile de transporter ça. Et ça, là-dedans, c'est ce que tu appelles la tente hamac? La tente hamac, elle a été designée pour fitter dans cette petite poche-là qui s'insère dans le bas du sac à dos ici. Wow! Ouais. Et la tente, dans le fond, elle a quelle taille au juste? C'est une tente 2 places. Ça fait 2,50 m de long par 1,80 m de large. Donc, c'est une très grande tente. Ce n'est pas une petite tente, une place dans laquelle on se sent super confiné. C'est une tente d'espace traditionnelle 2 places qui est super confortable et spacieuse. Bon. Autant en mode hamac, c'est vraiment spacieux aussi. L'autre produit qui est devant nous ici sur la table en ce moment, donc c'est un sac de plus petite taille, si on veut? Oui, ça, c'est notre nouveau petit bébé qu'on n'a pas encore lancé. C'est
c'est notre nouveau produit qu'on a présenté à personne en ce moment, qui est notre sac de 30 litres, qui est un sac carry-on qui est fait pour fitter à l'intérieur de l'avion plutôt que dans la soute à bagages. Puis, on l'a designé à 100%. On a fait en sorte que des accessoires qui fit sur le sac principal vont fitter sur ce sac-là aussi, parce qu'on veut que ce soit le plus polyvalent possible, mais on le voit comme un sac qui a la polyvalence d'être et un sac d'école, et un sac de voyage, et un sac de randonnée. Puis, c'est pour ça qu'on l'a configuré un peu comme une valise. Donc, si on l'ouvre de cette façon-là, comme ça, ça va être vraiment comme une valise traditionnelle. Puis, on va ranger tous les vêtements comme une valise traditionnelle avec même l'élastique pour faire que tout va tenir dans le fond. Ça, c'est le compartiment principal. Puis, quand je vous parle de la fonction sac d'école, c'est qu'il s'ouvre de l'autre côté également, comme ça ici. Puis, ici, on va avoir l'espèce de rangement pour un laptop, en fait, là, pour un ordinateur portable, pour des crayons. On a une espèce de petit coffre à crayons intégré ici dans le bas. Puis, on a de l'espace de rangement pour des livres, pour des calculatrices, des crayons. Donc, c'est vraiment un sac à dos qui va faire en sorte que l'étudiant va avoir son seul sac à dos plutôt que d'en avoir 2-3 pour les différentes activités auxquelles il se prend. Okay. Avez-vous aussi d'autres produits en marche ou qui sont actuellement offerts par Olipax? Actuellement, on est en train de développer une tente à une place qui va être plus petite, plus abordable, plus légère aussi. On a des petits sacs aussi qui se connectent sur le côté du backpack principal, qui sont juste ici. Donc, c'est juste pour ajouter de l'espace de rangement puis faire en sorte que si on se promène en voyage, bien, on peut apporter seulement un petit sac puis se promener avec ça plutôt que d'apporter le gros sac tout le temps. Ensuite de ça, on a des sangles qui peuvent se mettre sur les côtés du sac ou à l'arrière du sac pour venir fixer, que ce soit un matelas, un sac de couchage ou des équipements comme ça. Là, vous, dans le fond, vous vous attaquez à quel type de marché, quel type de clientèle? C'est qui vos compétiteurs dans ce monde-là? C'est quoi le contexte de l'industrie? Nous, on se lance dans des sacs à dos de plein air haut de gamme et des tentes pour le camping haut de gamme aussi, parce que dormir dans des hamacs, c'est un mouvement qui est super populaire en ce moment, qui se met à développer de plus en plus un petit peu partout dans le monde. Il y a même des hôtels en Amérique centrale, en Amérique du Sud, que c'est de la location de hamacs seulement. Ah ouais. Donc, nous, on permet aux gens de pouvoir éviter d'aller payer pour louer un hamac en partant seulement avec ton sac à dos qui contient ton hébergement dans le bas. C'est un petit peu ça notre vision. Le marché auquel on s'attarde, c'est un marché pour le camping et le voyage haut de gamme parce que c'est tous des matériaux haut de gamme. Ouais. C'est des produits super durables. Puis, c'est ça, en fait. Là. Et à l'époque où toi-même, tu faisais du voyage un peu, est-ce que tu aurais été plus heureux avec ce genre de sac-là? Absolument. Ouais. On l'a vraiment designé pour faire en sorte que ça aurait comblé ces besoins-là lors de nos voyages. Puis, cette poche-là, en fait, a eu là, que le 3/4 des sacs à dos n'ont pas sur les sacs de voyage. C'est une des choses qui est la plus importante pour nous, qui nous manquait quand on voyageait avec nos sacs à dos, parce que quand on voulait une paire de bas, là, normalement, dans les sacs à dos, on doit entrer son bras au complet. Dans le sac à dos, on va chercher la paire de bas, on défait le sac au complet, puis on doit tout replier par la suite. Tandis qu'avec une poche comme ça, on a juste à l'ouvrir, puis on a accès au sac à dos, au contenu du sac à dos au complet. Fait que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est beaucoup plus fonctionnel. David Desmarais, merci beaucoup. Félicitations, puis bonne chance pour la suite. Donc, content de voir qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a des entrepreneurs qui ont des bonnes idées, qui n'ont pas froid aux yeux, puis qui lancent évidemment des concepts comme celui-ci. Bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une exposition temporaire, Perspectives passées, du côté du musée du Haut-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, nous sommes de retour. Enfin, Alex. Oui, monsieur. Et pour la première de Sport Express, Marc Rémillard pour jaser des Huskies et Joël Perrault, on parle du Midget 3. ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Avec le contexte de la COVID, c'est clair que les gens se cherchent un peu du divertissement. On comprend qu'il y a peut-être quelques spectacles ou le cinéma qui a un peu repris, mais c'est le cas aussi, il y a des activités. Prenons l'exemple du musée du Haut-Richelieu, où d'ailleurs on présente jusqu'au 20 décembre une exposition temporaire Perspectives passées. En fait, une soixantaine de photographies d'archives du Canada français. Question d'en apprendre un peu davantage avec nous, Marie-Pierre Rioux. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Donc, les activités au musée, quand même, ont repris là, au cours des dernières semaines. Oui, depuis le 25 juin, le musée est réouvert avec un horaire réduit, évidemment. On est ouvert l'après-midi, mercredi, jeudi, vendredi, puis la fin de semaine de 10 à 5. Donc, le musée est accessible. Les activités ont recommencé aussi. Récemment, on a recommencé le décor sur céramique en salle. On a toujours la version pour apporter là, qui permet de le faire à la maison. Mais sinon, le musée reprend ses activités, là, puis une nouvelle exposition temporaire qui s'en vient, comme vous avez dit. Bon, qu'est-ce que c'est Perspectives passées? Qu'est-ce qui vous a, dans le fond, mené à la mise sur pied de cette exposition-là? En fait, c'est un partenariat avec le Canada français. On a décidé, en partenariat, en décision avec eux, là, de numériser leurs archives photos. Donc, pour organiser ça un peu puis les préserver, en ce moment, les photos sont hébergées au musée du Richelieu. Puis dans cette numérisation-là, on s'est dit, bien, pourquoi pas présenter au public nos trouvailles du début du projet? Donc, tu sais, il y a des dizaines de milliers de photos à numériser. On en a peut-être 1000 de fait. Donc, c'est vraiment un petit... Wow. C'est minime ce qu'on présente au public pour cette exposition-là, mais c'est des beaux clins d'œil de Saint-Jean prises par les photographes du Canada français. Donc, à la base, ça émane d'un projet qui vise à numériser les photos. C'est ça. Ouais. Et au travers de ça, dans le fond, il y avait un petit côté plaisant à vouloir peut-être en isoler quelques-unes pour les montrer au public. C'est ça, exactement. Mais au total, ça fait combien de photos à numériser, ça, ce projet-là? Est-ce qu'on le sait? On n'a pas fait le décompte officiel. Là. On a reçu 8-9 classeurs, je pense, puis c'est des tonnes, c'est ça, des dizaines de milliers. On parle approximativement là, de 20 à 30 000 photos là, wow. qui sont sûres. C'est des photos depuis les années 70 à peu près jusqu'à 2000. Donc, assez récent. Ça vient chercher des souvenirs des gens aussi. C'est des choses que les gens ont connues, mais qui se sont modifiées. Oui, parce aussi, que quand on voit, puis évidemment, c'est toujours plaisant de voir une photo de 1918 ou de 1939, mais évidemment, quand c'est dans l'histoire un peu plus récente, ça nous permet nous-mêmes de nous rappeler des souvenirs qu'on a vécu. Moi, je vais avoir bientôt 50 ans, donc c'est sûr que si on montre une photo de 1975, ça va me rappeler quelque chose que j'ai vu quand j'étais jeune. Oui, exactement. On a beaucoup de photos qui datent de cette époque-là. On pense, la rue Richelieu a tellement évolué, donc on a plusieurs prises de vue de la rue Richelieu. Entre autres, avant qu'il y ait la place publique, il y avait plein de bâtiments à cet emplacement-là, le Théâtre impérial, fait qu'on a des belles prises de vue de ces endroits-là. On a aussi l'Académie commerciale qui était dans le stationnement de l'actuel cabaret théâtre avant, de s'imaginer qu'il y avait une imposante école de comme 3 étages à cet emplacement-là. C'est des lieux qu'on connaît, mais qui ont changé. Fait que c'est ça un peu le filon conducteur de l'exposition. Là. C'est des lieux que les gens vont reconnaître, mais qui ont évolué à travers le temps. Bon. Donc, si vous dites qu'il y a peut-être 20-30 000 photos à numériser, que jusqu'à présent, vous en avez numérisé quoi? À peu près 1000? Oui. Et sur les 1000, vous en avez isolé une soixantaine que vous présentez au public. Comment avez-vous donc bâti votre choix éditorial pour la sélection des photos? Bien, c'est vraiment ça. On s'est tenu vraiment à un filon de... Surtout Vieux-Saint-Jean, on a un petit peu... Saint-Jean-sur-Richelieu, on va à Iberville aussi, on va à l'Acadie, mais quelque chose qui rappellerait des souvenirs aux gens. On a beaucoup de photos de visages qu'on a décidé de mettre de côté pour l'exposition, mais qui vont être un travail colossal de numérisation aussi. On sait qu'il y a des dossiers sur des municipalités, sur tout le Haut-Richelieu, mais ça aussi, on a décidé de se concentrer vraiment sur ce qu'on avait entre les mains en ce moment, qui était surtout les prises de vue du vieux Saint-Jean. Puis c'est ça, des lieux assez emblématiques. Si on pense à la centrale catholique, bien, on a une photo qui est l'actuel cabaret-théâtre, centre culturel Fernand Charest, mais on a une photo avant que la bibliothèque soit construite.
Donc, tu sais, c'est vraiment des images et des lieux qui nous rappellent des souvenirs qu'on va reconnaître, mais qui ont changé. L'évolution du paysage urbain, ça définit vraiment ce à quoi on s'est tenu pour choisir les photos. Bon, d'ailleurs, quand on parle de la rue Richelieu, à une époque pas si lointaine, en tout cas, moi, je m'en rappelle. Bon, premièrement, c'était à sens unique. Deuxièmement, les stationnements étaient en parallèle, en 45 degrés, je devrais dire, en angle. Puis, il y a eu des incendies aussi au fil du temps. Bref, ça aussi, ce paysage-là a quand même changé. Moi, j'ai encore le souvenir de la Chaumière, qui était le bâtiment ici en arrière de nous, avant qu'il y ait la Banque Royale. Bref, il y a toutes sortes de souvenirs comme ça. Les photographies, est-ce qu'on sait principalement de qui elles proviennent? C'est-à-dire, est-ce qu'on a du Jacques Paul, entre autres? Est-ce qu'on a d'autres photographes également dans la liste? Évidemment, on a plusieurs photos de Jacques Paul, les photos de Ken Wallet aussi. Donc, la plupart des photographes étaient identifiés aussi. Donc, c'est tout le temps mentionné. On a les dates dans la plupart des cas aussi. Puis les photos d'avant 88 sont assez rares parce qu'on sait qu'il y a eu un incendie au Canada français le 23 avril 1988. Donc, il n'y a pas beaucoup d'archives qui ont été récupérées après cet incendie-là, mais on en a trouvé quand même, là, qu'on a encore vraiment la photo. Donc, ça aussi, c'est le fun de les présenter au public. On sait que sont quand même rares, ces photos-là, dans les archives du Canada français. Puis, on a opté aussi pour un cartel, une description allongée de la photo. Donc, avant, on a plus tendance à mettre tel bâtiment en telle année. Là, on a vraiment décidé d'y aller avec une description. C'est quoi ce bâtiment-là? À quoi il servait à l'époque? Okay. Si on parle du centre de plein air Ronald Beauregard, bien, c'est qui Ronald Beauregard? Qu'est-ce qu'il a fait pour Saint-Jean? Donc, on a quand même... c'est une exposition photo, mais on a quand même beaucoup à apprendre dans cette exposition-là. Bon, comment, justement, avez-vous fait votre recherche pour trouver... parce qu'au-delà du fait de voir, OK, j'ai une photo, il y a probablement une date d'inscrite à l'arrière, mais au-delà de ça, comment avez-vous bâti, donc, votre recherche pour alimenter les textes qui viennent avec ces photos-là? Bien, beaucoup avec la base de données du musée. T'sais, on a énormément de livres. On allait refouiller dans des livres sur telle industrie, si on savait qu'elle avait été à Saint-Jean, était située où exactement. Des fois, on regardait même à Google Maps, c'est quel coin de rue. On essaye de dire vraiment, mettons, c'est le coin nord-est, là, selon comment c'est placé, selon comment ça évolue aujourd'hui. Fait que c'est facile pour les gens de se repérer aussi. On ne donnera pas juste une adresse sur Richelieu, mais on va dire c'est du côté est de la rue Richelieu, entre telle et telle rue. Comme ça, les gens peuvent vraiment le visualiser. Ouais. C'est un bon travail de recherche, là. Ah oui, vraiment. Est-ce que vous-même, en faisant cette recherche-là, ou même en regardant les photos, est-ce que vous avez fait des découvertes étonnantes, des choses qui vous ont un peu marqué? Des fois aussi, hein, des fois, je ne dis pas qu'on s'invente des souvenirs, mais des fois, on peut avoir une mauvaise lecture d'un souvenir pour se rendre compte finalement que c'était pas ça du tout. Des fois, ça va arriver, on va dire « Ah non, c'est vrai, je pensais que c'était là, mais finalement, c'était pas là. » Des fois, on s'imagine ça. Je ne sais pas comment avez-vous, dans le fond, c'était quoi l'ambiance de travail pour vous de trouver ces choses-là? C'était vraiment intéressant. Par exemple, les photos de la rue Richelieu, on se rend compte qu'au final, ça n'a pas tellement changé. Oui, les locataires ont changé, mais les bâtiments sont restés les mêmes. Puis ma grande découverte, moi, ça a été la Villa Saint-Jean, que je savais pas que ça avait existé. C'était une espèce de bâtiment assez majestueux qui était sur le bord de l'eau, vraiment où il y a le parc Christophe-Colomb en ce moment, au coin de Loyola puis Champlain. C'était une immense villa pour des retraites fermées. Ça, il y a une photo aussi. C'est vraiment... C'est à couper le souffle. Fait que c'était des belles découvertes. Mais en même temps, c'est des lieux qu'on connaît aujourd'hui. Mais de voir comment ils ont changé avec les incendies surtout, c'est très intéressant. Bon. On disait tantôt des photos de 1970 à 2000. Donc, il y a quand même des photos assez récentes, là. Donc, toute la portion des années 90, ça ressemble à quoi, cette portion-là? C'est assez dispersé. On dit 90 à 2000. Là. Je ne peux pas dire exactement c'est les 70 dans les plus à récentes, 2000. disons, on a, quand le boulevard du Séminaire a été rallongé aussi, on a des vues du boulevard Séminaire, mettons, avant le Canadian Tire, ce qui n'est pas si éloigné, mais qui est quand même qui change la face du boulevard du Séminaire à ce moment-là, de voir juste un terrain vert à cet endroit-là. Donc, ça serait parmi les plus récentes qu'il y a. Sinon, c'est vraiment la rue Richelieu aussi qui évolue. On voit les sens uniques qui changent sans arrêt, justement, pour prendre le bon coin. Là, ça s'est assez modifié. Oui, les sens uniques qui ont changé quelques fois. On commence juste à s'habituer. Ce serait le fun de ne pas les rechanger. Puis, de quelle façon, maintenant, on a mis la mise en valeur de ces photos-là donc au sein du musée en tant que tel? Parce que là, bon, les gens rentrent. D'ailleurs, comment ça fonctionne? Là? Les gens doivent porter le masque et tout ça, je présume? Oui, c'est ça. Public? Oui, on a le masque en tout temps pendant la visite. La salle en haut, qui est un petit peu plus vaste, on n'a pas mis de sens unique nécessairement. Il y a un sens de la visite, mais les gens peuvent quand même se promener avec le respect de la distanciation.
Pour la salle en bas de la station de pompe, là, il y a un sens unique qui a été instauré. Dans le fond, ça fait un U, fait que c'est assez facile de le suivre. La salle d'exposition temporaire aussi, on a laissé ça libre. Dans le fond, il y a des panneaux, on a des photos au mur, puis on a un diaporama aussi qui roule avec d'autres photos. On voulait vraiment mettre le plus possible, donc c'est sûr que faut respecter le 2 mètres, mais ça risque de se faire assez bien. On fait confiance aux gens pour ça. Bon, parce que quelqu'un qui s'attarde un peu à regarder les photos et à lire les textes, il y en a pour quoi? 1 heure et demie peut-être, là, le temps de bien savourer l'exposition? Pour l'exposition temporaire, je pense que ça peut se faire en 1 heure à peu près. C'est sûr que si on prévoit la visite du musée au complet, ça dépend du niveau de lecture des gens aussi. Mais ouais, 1 heure, ça peut être raisonnable. Parce que les gens peuvent profiter de leur passage pour l'exposition temporaire, pour en profiter aussi pour voir les autres expositions plus permanentes au musée, là. Exactement. On n'a pas le choix, dans le fond, de passer par la salle en haut pour atterrir dans la salle d'exposition temporaire. Donc, c'est le même prix pour l'ensemble de la visite du musée. Prix qui a d'ailleurs été réduit pour le temps de la COVID parce que les bornes interactives sont plus accessibles. Donc, on parle de 6 $ pour les adultes, puis 2,50 pour les enfants. Ouais. Donc, ça donne accès à l'ensemble du musée aussi. Donc, c'est sûr qu'avec les bornes interactives qui donnaient l'occasion d'approfondir un peu plus, ça va un petit peu plus rapidement, mais c'est quand même une belle occasion de faire le tour. Là, on rentre dans la période automnale, il va faire un peu plus froid, il va peut-être pleuvoir occasionnellement, donc ça peut être une bonne idée d'aller visiter votre musée. Vous savez, on ne peut pas beaucoup s'éloigner ou voyager, puis le contexte est un peu particulier, donc ça vaut peut-être la peine. Bon, oui, il faut porter le masque pour visiter le musée, mais il faut porter le masque un peu partout, de toute façon, peu importe ce qu'on fait dès qu'on sort de la maison. Donc, profitons-en pour peut-être aller se remémorer quelques bons souvenirs avec ces photos d'archives du Canada français. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Bonne nouvelle pour les résidents de la MRC de Rouville. Il y aura ouverture officielle le 14 octobre d'un écocentre du côté de Marieville. Si vous désirez avoir de l'information sur le télébingo qui se déroule le dimanche matin, allez faire un tour sur tvhr9.com. Bye bye, à demain.